Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Il est de ces hommes qui marquent l'histoire. Pas connu de tous et mal connu des siens, Christapor est l'incarnation de l'action et la raison d'un parti, la Eferatas Naktutun, qui a su changer la donne à la fin du XIXe siècle, d'une époque où injustice et exaction étaient le pain quotidien des Arméniens, individus et peuples. C'est pour parler de Christapor Mikaelian, notre Christapor, comme le disait Pierre Quillard, que nous avons souhaité inviter Arak Krikorian, éditeur et auteur de livres scientifiques, et surtout auteur aujourd'hui de 2 ouvrages dédiés à Christapor Mikaelian, justement, qui viennent de paraître. Bonjour Arak Krikorian. Bonjour. Nous avons 1h15 pour parler de l'histoire d'un homme qui, comme je le disais, a marqué l'histoire. Par sa présence, par sa raison, par sa logique, par sa puissance, par son charisme. Tellement de choses à dire autour de cet homme. 1h15, c'est très peu, surtout que vous avez édité 2 ouvrages, pas un seul, mais il y en a un qui est complètement dédié à Christapor Mikaelian. Et pour la première fois, on a une biographie assez complète, même si vous allez me dire, ça n'est jamais complet parce qu'il y a tellement de choses et de documents à trouver, à chercher autour de Christapor Mikaelian. D'abord, vous, qui êtes aussi membre de la Eferatas Naktutun depuis de longues années, qu'est-ce qui vous a motivé pour sortir aujourd'hui ce livre, on va le dire, assez complet sur Christapor? Merci de m'avoir invité pour parler de Christapor Mikaelian. Et c'est vrai que, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, c'est un personnage d'exception, fascinant. Et comme tout peintre, tout sculpteur, on s'attache finalement à son modèle. Et moi, au fil des années, parce que je crois que ça fait 6 ans que je travaille sur le sujet, et pas seulement sur Christapor, bien sûr, aussi sur l'ensemble de la problématique qui entoure Christapor également, avant lui et après lui, je me suis rendu compte que ce personnage était à la fois un être complexe, mais linéaire. Et qu'au fil des années, je me suis attaché comme un être, ça peut s'attacher à un être fascinant. Alors, je connaissais bien sûr Christapor Mikaelian de nom, je suis membre de la Fédération révolutionnaire arménienne d'Ashtaksutun, donc je ne peux pas ne pas le connaître. Mais, comme la plupart de mes camarades, j'avoue qu'avant de lire passionnément à son sujet, j'ignorais le personnage. D'ailleurs, d'une manière générale, le personnage est assez ignoré. Il était même ignoré de ses propres camarades parce qu'on le verra peut-être au fil de notre discussion, c'est un personnage de l'ombre en réalité. De Tiflis, à Genève, à Paris, etc. Les camarades le connaissaient mal. D'ailleurs, je raconterai, si on a le temps, une savoureuse anecdote à son sujet qui montre combien les camarades ne le connaissaient pas, mais ils le vénéraient déjà. Donc c'est ce personnage-là, assez complet, dont j'ai voulu raconter l'histoire. Alors, on parle ici d'histoire, mais vous n'êtes pas historien. Il y a un travail d'historien quand même, mais en même temps, vous avez gardé, peut-être pour que ce soit accessible au plus grand nombre, un style d'écriture qui puisse être savoureux, agréable, facile. Oui, vous avez raison de le dire, parce que, bon, je ne suis pas un historien, mais j'ai quand même lu tout ce qu'il est humainement possible de lire à son sujet comme à ceux qui l'entourent. Je crois que j'ai calculé 50 000 pages, dont 40 000 en arménien
et en particulier dans l'arménien malheureusement d'aujourd'hui, c'est-à-dire que cette orthographe à laquelle il a fallu que je m'habitue un tout petit peu, qui fait qu'à la fin du j'arrivais mal à parler l'arménien oriental, l'arménien occidental, et je mélangeais un peu les deux orthographes. C'était pas simple. Mais j'ai donc lu beaucoup de choses, et en particulier en Arménie. D'abord à la bibliothèque Ray Marochian du parti à Yerevan, mais j'ai eu la chance d'accéder à la bibliothèque nationale d'Arménie, dont le président à l'époque était d'ailleurs un de mes camarades du parti, et qui, le jour où je le rencontre, a été d'ailleurs évincé par le gouvernement de l'époque. Bon. Mais le temps de le rencontrer, j'ai eu accès à tous les documents. Mais la rencontre la plus intéressante à l'Arménie, c'était la rencontre avec le directeur des archives de l'État d'Arménie, Amadouni Virabian. Bon, une famille bolchevique, d'accord, mais lui-même est un grand historien. Et quand il s'est rendu compte que je parlais l'arménien comme lui, puisque Dieu merci, ma mère étant prof d'arménien, j'ai accès à cette langue. Il m'a dit, écoutez, tout vous est ouvert. Et j'ai découvert, donc, dans les archives du parti et des partis, puisque, entre parenthèses... Il y a une section spécifique. Alors, le bâtiment sur la grande avenue qui s'appelle Bahramian, vous aviez à l'époque communiste, un bâtiment entièrement dédié aux archives du Parti communiste. Après le collapse, après la chute de l'Empire soviétique, ce même bâtiment a été consacré à l'ensemble des partis politiques, et y compris au parti d'Ashtak Sutyoun. Et grâce à cela, j'ai découvert, grâce à Amadouni Virabian, mais aussi grâce à un de mes camarades, Kevor Khroutinyan, qui est l'actuel directeur de VEM, un journal très sérieux, très intéressant. Très sérieux, et qui est une reprise de l'ancien journal de Simon Varatian, qu'il avait fait à Paris pendant quelques années. Donc, grâce à tout ça, j'ai découvert des éléments que Alors, j'ignorais. justement, il y avait des essais, des tentatives de tracer la biographie de Christopol Mikaelian dans le passé, surtout les volumes de la FRA qui sont publiés depuis quelques années à Beyrouth. Il y en a peut-être 9 ou 10 aujourd'hui. Ce sont les notes, pour ainsi dire, de l'histoire de la FRA, que ce soit sur des personnages ou sur les congrès ou sur les archives, les lettres, les correspondances. Il y a tout concernant cette première période. Et je suis certain que vous avez puisé pas mal d'informations là-dedans. Ah oui, ça a été une des premières sources. La première source, ça a été le numéro spécial de Geyser, paru en 1985 à Beyrouth. Je crois même que vous avez été mêlé à cette publication en tant que tout jeune militant, si j'ai bonne mémoire en tout cas. Bon, peu importe, c'est pas peut-être le moment d'en parler, mais c'est le numéro spécial qui m'a touché. 200 pages, un peu plus peut-être. La deuxième chose, c'est que le parti d'Ashtak avait pris une très heureuse initiative, c'est de publier les archives du parti. À ce jour, c'est 10 exemplaires du parti sur les premières périodes du volume, qui font chacun... Tout dépend des volumes, entre 250, 300, 400, 500 pages. Ça fait en tout pas mal de volumes, hein. Dont une grande partie consacrée justement à la période couverte par Christopol Mikaelian. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que non seulement on publie toutes les archives, mais la FRA l'a fait en toute transparence, y compris dans des périodes difficiles, y compris lorsque il y avait des conflits, des controverses, des discussions. Et tout cela est d'autant plus intéressant que ça montre à quel point la FRA n'est pas un parti monolithique, mais un parti où il y avait différentes choses qui s'exprimaient. Donc j'ai eu accès à cela. Mais au point de vue de la biographie de Christopol, il n'existe pas. Il n'existe pas de biographie de Christopol Mikaelian. Par contre, il y a ses écrits. Alors, c'est très intéressant de savoir que aujourd'hui encore, les écrits de Christopol, on peut le dire. Alors, je vous arrête tout de suite parce que vous avez raison de parler des écrits. Parce que j'ai pas terminé sur les biographies. Parce que ceux qui ont écrit sur lui, ce sont des gens de l'époque contemporaine de Christopol. Alors, je cite Aravidis Aharonian, il y a 124 pages là-dessus. Il y a Varantian, bien entendu, qui était son plus proche collaborateur. Il y avait aussi d'autres personnes comme Shilvan Zadeh, on ne le sait pas assez, mais Shilvan Zadeh a écrit des pages savoureuses dans Yankipovitz, qui est un ouvrage merveilleux, alors que c'était un adversaire à la fin du fin. Frangian, Yadvan Frangian, qui est un des grands philosophes du parti d'Ashtak Sutyoun. Voilà pour les contemporains.
Je ne parle pas de Valenciennes qui n'a pas connu Christapol. Quant à lui, qu'a-t-il écrit au fond? C'est intéressant de savoir ce qu'il a pu écrire. Tellement occupé qu'on se demande s'il a écrit quelque chose. Et il a écrit des choses extrêmement intéressantes. Les éditoriaux dans le journal Trochak, bien entendu. Il faudrait même en faire un recueil qui n'existe toujours pas. Il y a ses propres souvenirs, malheureusement inachevés. Vous avez dû le noter quelque part. Pegorbe Imhucheris, donc des fragments ou des lambeaux de mes souvenirs, malheureusement inachevés. Il s'arrête à une époque trop récente. Et le troisièmement, c'est Heraporagane Mitkere, qui sont le recueil des 5 principaux articles de fond de Christapol Michaelian. De fond. Et en particulier, un article dont je recommande la lecture à tout le monde, Ampochain Dramaturgium, c'est-à-dire la logique des masses, qui rappelle d'ailleurs un sociologue français qui s'appelle Gustave Le Bon, qui avait fait aussi un bouquin un peu comparable, La psychologie des foules. Voilà un peu ce qu'a écrit Christapol. Alors, plongeons dans l'histoire de Christapol. Vous avez découpé cette vie en 4 parties. Il faut le dire, il est né à Nakhitchevan, dans la région d'Akoulis, dans ce village d'Akoulis, ou une ville, vous allez nous le dire. Et puis, il part plus tard à Tiflis. Il part également à Moscou pour une courte période. Et à partir de là, quand il est rentré à Tiflis, en Géorgie, où, il faut le rappeler, on parlait pas à l'époque beaucoup de Yerevan, mais c'était l'Arménie, les Arméniens étaient entre Bolis et Tiflis, et pourquoi pas un peu à Bakou. Donc, à Tiflis, c'est la naissance de la Eferatash Nocturne, mais parlons 2 mots. Le Christapol, l'enfant, le jeune, parce qu'il est orphelin à 10 ans, il est repris, pour ainsi dire, par son oncle qui s'occupe de lui comme il le faut, et lui permet aussi, grâce aussi au curé du village, d'accéder, parce qu'on voit en lui quelqu'un de très intelligent, de brillant, déjà enfant. Donc, pour la suite. Alors, on n'a pas le temps, bien sûr, en 1 heure, 1 heure et quart, vous l'avez souligné. On a tellement de sujets à évoquer qu'il faut aller très vite. C'est impossible, et c'est même pas d'ailleurs souhaitable. Je préférerais que les gens lisent le livre, bien entendu. Alors c'est vrai, il y a 4 parties, mais j'ai divisé mon livre en 15 chapitres. Le premier, c'est quelque chose que personne ne connaît, pas grand monde, c'est l'enfance et l'adolescence. Vous l'avez dit. Est-ce que je dois y revenir? On peut aller très vite parce qu'il y a tellement de sujets à évoquer. Choses, mais l'enfance, elle est mal connue. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que son père s'est remarié parce que sa femme, donc la mère de Christapol, décède. D'ailleurs, cette famille est décimée puisque les 2 frères de Christapol meurent emportés par une épidémie de choléra en 1864, alors que lui est encore tout jeune. Il lui reste donc ses sœurs, dont l'une, la toute petite, s'appelle Manouchak. Et avec elle, les 2 orphelines, lorsque le père mourra à son tour, eh bien, elles vivent une vie de patachon. D'ailleurs, je raconte un peu leur histoire, jusqu'à ce que lui, il rentre à l'école par les bienfaits de son tuteur, c'est-à-dire le fils de son oncle. Oui. Bon, les tuteurs sont un peu bizarres comme personnages, mais celui-là est bien. Ils mettent à l'école, et il est probable que Christapol ait eu que d'ailleurs même professeur Rafi. L'épouse de son père, qui n'a pas des attaches particulières par rapport aux enfants de son mari, donc Christapol et ses sœurs, malgré tout, lui inculque un certain savoir et le met sur le droit chemin concernant ses études et l'apprentissage. Tout à fait, exactement. Donc vous l'avez dit, je n'y reviens pas. Alors c'est un élève brillant. Et en même temps, il est un peu comme son père, c'est-à-dire un homme de médiation. Il est choisi systématiquement par ses condisciples de l'école comme le délégué de classe. De même que son père était considéré comme étant un peu le juge des conflits de la ville d'Akoulis. 2 mots sur Akoulis quand même, parce que je consacre 2 chapitres presque complets sur la ville de Akoulis, en fait Verin Akoulis, où est né Christapol, parce que c'est une petite ville du Korton, donc c'est un Kortnetsi, donc du Nakhitchevan vers le bas, vers Meri. Et il se trouve que cette petite ville de Verin Akoulis a été considérée par tous ceux qui y sont passés, des voyageurs. Madame Chantre, par exemple, qui est une grande sociologue française de Lyon, et qui a décrit la ville d'Akoulis, Verin Akoulis, comme étant
le petit Paris et le Corton comme la petite Suisse. Une région absolument extraordinaire où les gens sont cultivés, aisés et en même temps des êtres totalement dévoués à la cause arménienne, ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà pour la jeunesse, toute la prime jeunesse, jusqu'au jour où on considère qu'il ne peut pas rester à la coulisse. Il est bon pour être instituteur. Alors, c'est ce que dit Aronian quelque part. Il dit que son destin, c'est d'être autre chose, bien entendu. Mais on l'envoie à l'école des instituteurs de Tiflis, où il arrive, bien entendu, en 1874. Et là, c'est la deuxième partie dont vous avez parlé tout à l'heure, et c'est la vie à Tiflis du jeune Christapol Mikaelian. Alors, tous ses camarades le disent, c'est vrai que c'est pas un grand homme en taille, c'est pas un super bon parleur, mais en tout cas, il a une influence sur ses proches, sur ses amis. On le distingue par des qualités qui sont peut-être pas trop visibles, mais en tout cas, il a un charisme extraordinaire déjà à l'âge de 20 ans. Ah oui, ça pour moi, c'est exceptionnel, ça. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est Agnouni qui disait, quand il faisait l'éloge funèbre de Christapol, il disait que c'était pas un être supérieur, etc. C'était pas un orateur non plus. C'était ce qu'on appelle un faiseur d'hommes, Martha Kurz. C'est-à-dire, il faisait les hommes parce qu'il avait un charisme, un ascendant naturel, qui fait que cet homme-là, toute sa vie, a systématiquement été l'homme vers qui convergeaient tous les regards lorsqu'une première difficulté, un premier obstacle se présentait. On disait, alors, que va dire ce mot a été utilisé à multiples reprises quand il était à Genève, rédacteur en chef de Trochak, qui était l'organe de presse de la FRA à l'époque, et toujours aujourd'hui. On disait, on entrait chez Christapol dans son bureau et on en sortait transformé. Donc, quand vous dites un faiseur d'hommes, c'était vraiment, il pouvait... même quand Sylvain Zadet, dont vous parlez, il lui demandait d'écrire et l'autre il disait je suis un artiste, je suis un écrivain, je ne suis pas un propagandiste. Donc il arrivait quand même à séduire et à convaincre. Alors, on fait un petit saut, je dirais, non pas dans l'espace, mais dans le temps. J'ai regardé un peu tous ceux qui ont écrit sur Christapol, qui ont apprécié Christapol. Alors, c'est une unanimité quasi totale. À l'exception de quelques camarades du parti d'Ashnak qui lui en voulaient un tout petit peu. Ça, les lecteurs le découvriront pour des raisons diverses et variées. Mais on verra cela dans les rapports des congrès. Bah, bien sûr. Où ça chauffait vraiment. Alors, j'ai lu, Sylvain Zadet a dit de lui des choses extraordinaires. Et Sylvain Zadet n'est pas un d'Ashnak. Comme vous l'avez dit, il ne veut même pas rentrer dans l'équipe de Trochak. D'ailleurs, il y a tout un passage savoureux, que j'estime être assez intéressant sur le dialogue entre les deux. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Ce qui n'empêchera pas Sylvain Zadet, d'ailleurs, qui dit que la politique m'intéresse pas, de rentrer au parti Honchak par la suite. Et de le quitter un an plus tard. Tout comme avait dit Kissa Agian, comme Arayan et puis quelques autres. Et Rai toujours, bien entendu, aussi. Mais je voudrais signaler une phrase de Pierre Quillard. On en parlera peut-être dans Pro Arménia tout à l'heure. Mais Pierre Quillard, qui l'a rencontré à Paris à plusieurs reprises, disait ceci. C'est vous dire quelle impression il faisait sur les hommes. Et puis, songeant à la question arménienne, je n'ai jamais rien dit, rien écrit ou fait, sans me demander au préalable ce que lui, Christapol Mikaelian, aurait pensé, dit et fait dans les mêmes circonstances. Pierre Quillard. Et tous les autres sont de la même nature. Alors, parlons de Tiflis. Avant la période révolutionnaire, évidemment, on va rappeler nos auditeurs qu'avant le Tashnak Tutun, avant les Arminagan, il y avait un mouvement déjà qui était né. Ensuite, les Hunchagan qui sont présents depuis les années 87. Et à Tiflis, on commence à regrouper tous ces révolutionnaires pour former un grand parti. Mais, avant cette période, Christapol est là. Il a des rencontres et ça bouille dans l'esprit de ces jeunes Arméniens, dont d'ailleurs aussi Simon Zavarian, avant qu'ils partent presque tous, à Moscou pour des études. Quelle était l'ambiance à Tiflis? Alors ça, c'est une question d'autant plus intéressante qu'elle explique un peu tout. D'abord, les jeunes des Arméniens de province, on dira province pour simplifier, allaient soit à Saint-Pétersbourg, soit à Moscou, soit à Tiflis, soit à Echmiadzin. Pourquoi? Ça dépendait de l'argent de leurs parents.
Alors, les élèves fortunés allaient soit à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, moins fortunés, ils allaient à Tiflis, dans les grandes écoles de Tiflis, à Nersisian, par exemple, Barjaran, ou alors, quand on avait un peu moins d'argent, on allait à Etchmiadzin. Lui était de ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, il va à Tiflis, dans une école de formation d'instituteurs, avec l'obligation imposée par le conseil de Verenakoulis, de Veratarnas à Koulis, enfin, vous retournez à Koulis pour enseigner pendant la durée de votre enseignement à Tiflis. Et il le fera d'ailleurs. Oui. Voilà en gros. Quand il va à Tiflis, il a, lui déjà, en tant que homme de réflexion, mais homme également rebelle à l'injustice et tout ce qui est inéquitable, il rentre déjà dans un parti qui s'appelle le Narodnaya Volia, qui est un mouvement populiste. On ne parle pas maintenant de mouvement arménien. On est dans une mouvance. Parle pas de ça. Il commence par ça. Le premier contact avec la révolution au sens général, ce n'est pas le nationalisme ou la lutte de libération nationale, c'est le contact avec l'internationalisme, ce qu'on appelait d'ailleurs là-bas, en termes plus généraux, le cosmopolitisme du mouvement Narodnaya Volia. D'où les grands débats dans ce mouvement. Est-ce qu'il y a incompatibilité entre... Exactement, d'où le grand débat. Et lui, Christapor, qui commence par l'internationalisme, il a l'intelligence, et je dirais même la lucidité, de commencer à faire la différence entre les deux, mais sans renoncer à l'internationalisme, de virer, de muter, je dirais presque, avant les autres, vers une espèce de nationalisme au sens 19e siècle du terme. Alors, on est dans une période de fermeture des écoles arméniennes, d'oppression. Alors, vous parlez de Moscou. Pourquoi ils vont à Moscou? Non, c'est pas tellement pour faire des études, parce qu'ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce qu'en 1885, après l'attentat contre Alexandre II, le tsar russe qui meurt sous les coups justement du Narodnaya Volia, son fils Alexandre III lui succède. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'ouvrir le régime, il le ferme. Et plus que ça, il signe un décret de fermeture de toutes les écoles arméniennes du Caucase. 20 000 élèves dans les rues. 1000 enseignants instituteurs dans les rues. Donc toute la jeunesse est totalement désemparée. Le seul à protester, qui c'est? Un des seuls à protester, c'est Christapol Mikaelian. Avec son ami Gabriel Mirzoyan. Comme lui, un Zog. Les Zogs, ce sont les habitants du Korton. Donc, et qui protestent, et qui placardent un tract, mais personne ne réagit. Du coup, de guerre lasse, n'ayant pas de travail, tout le monde va à Moscou. Et là, effectivement, il passe 1 an et demi à Moscou. Ce qui n'empêche que dans l'intervalle, qu'est-ce qui se passe? Des petites révolutions, la révolte de Zeytoun, dans l'Empire ottoman, bien entendu, la révolte à Marsevan, des petits trucs à Marsevan, à Erzurum, des petites choses comme ça se font. À Van, par exemple, se crée, à l'initiative de Portukalian, le directeur du journal Armenia, qui donnera naissance plus tard au parti Armeniagan, après Armenagan. Il y a un mouvement qui s'appelle Sefraj, par exemple, à Van. Sefraj, parce qu'il dessinait, peignait des croix noires sur les Arméniens qui attendent un châtiment suprême. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne tient pas longtemps, tout ça. Alors, le premier mouvement, le plus important, c'est le parti Armenagan. En 85, à Van, dans le Vaspuragan. Mais local. Le deuxième mouvement, c'est 87. 2 ans plus tard, je le dis pour l'histoire, tout simplement. Parti Hunchak, à l'initiative d'anciens d'ailleurs narodniks du mouvement, auquel d'ailleurs participait déjà Christapol. Donc ces gens-là, ils sont tentés par le marxisme et l'engélisme et fondent le parti Hunchak en 87, dont je raconte l'histoire donc de la naissance dans le livre. Donc les Hunchak, s'il en reste encore, pourront voir, peut-être découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, que moi je connais parce que j'ai eu affaire à leurs archives. Et puis 3 ans plus tard, le parti d'Ashnak. Voilà. Alors, c'est tout un chapitre, ça. On va y arriver, mais avant, il faut tout simplement, pour dresser le tableau de la situation politique, on l'a dit, dans le Caucase, c'est Nicolas III c'est l'oppression. Et à l'ouest, donc dans l'Empire ottoman, c'est les tanzimates, il y a des tentatives, il y a les conférences de Berlin, de San Stefano, s'il y a des échecs liés à l'incapacité des Arméniens de faire face à la fois au sultan, mais en même temps à ne pas pouvoir avoir à leur côté les puissances occidentales. Bref, les Arméniens subissent les pires exactions jusqu'au jour où ils en peuvent plus et ces jeunes commencent à se révolter. Donc, parlons
de l'organisation et la montée de cette nouvelle force qui est le Tashnakhtutun et qui s'appellera d'abord la Fédération des révolutionnaires arméniens avant de s'appeler la Fédération révolutionnaire arménienne. Alors ça, c'est une des questions centrales du livre, c'est au cœur du livre. D'ailleurs, je consacre à la naissance du Tashnakhtutun 35 ou 40 pages, et au premier pas du Tashnakhtutun également un autre chapitre qui fait environ 30 ou 35 pages. On m'a posé la question, un certain nombre de gens, pourquoi est-ce que le parti Dashnak a été créé alors qu'il existait déjà deux partis. Le parti Armenagan, plutôt libéral, culture qu'on dirait, qui sont les ancêtres du parti Ramgaval en quelque sorte, d'une certaine façon. Et pourquoi est-ce que le parti Hunchag existant, vous avez voulu créer également? Alors, l'histoire commence d'une autre façon, en réalité. Le parti Hunchag veut s'implanter dans l'empire caucasien, dans l'empire russe, parce qu'il n'a pas de structure. Et il envoie un de ses missionnaires, qui s'appelle Rupen Khanazad, un type extraordinaire, dont les souvenirs sont... il faut lire ça. D'autant plus que lui, étant Hunchag, il parle beaucoup de Christapol et de ses rapports avec lui pendant les mois de la naissance du parti Dashnak. Comme vous l'avez dit, de la Fédération des révolutionnaires arméniens, Hayra Porganeli Dashnak. Donc il vient s'implanter. Et il va d'abord à Trébizonde. Pourquoi Trébizonde? Parce que c'est une ville ouverte sur la mer, etc. Mais il a pour cible Tiflis. Et il va à Tiflis et il rencontre là un certain nombre de camarades de son propre mouvement sympathisant. Mais en même temps, on lui dit, mais c'est impossible. Comment voulez-vous créer un mouvement marxiste dans un régime marxisant, dans un empire russe, un empire ottoman, surtout l'empire ottoman, où règne l'arriération rurale, la paysannerie, etc. C'est impossible. Nous sommes des socialistes, c'est vrai, mais il faut inverser l'ordre des priorités. Il faut mettre en priorité la lutte de libération nationale et en deuxième position, bien entendu, le problème du choix du régime. Ce que Khanazad accepte. Il se trouve que pendant ce temps-là, pendant quelques mois, il y a tout un chapitre sur la vie privée de Christapol. On peut y revenir. On peut y revenir, parce que ça a été une coïncidence assez étonnante d'ailleurs. Il part à coulisses parce qu'il a un problème, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Bon, on va ouvrir la parenthèse. Allons-y. Alors, donc, Christapol, il a des amis parce qu'il faisait partie de ce mouvement révolutionnaire. Donc, les ethnies étaient mélangées dans ce Tiflis de l'époque. Et il a un ami qui a à peu près le même nom, Mikhail Labrousevitch. Et il a une femme. Et donc cette femme avoue à Mikhail qu'elle est plutôt amoureuse de Christapol que de son propre mari. Donc ce type-là, il raconte cette histoire à Simon Zavarian, et finalement il décide de se séparer de sa femme pour lui laisser le choix d'aller avec l'homme qu'elle aime. Mais l'homme qu'elle aime, Christapol, n'est pas forcément... Enfin, il est amoureux. C'est un amour silencieux et pas trop visible. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais en tout cas, il ne veut pas heurter son ami et c'était impossible pour lui. Donc, il décide de repartir à la coulisse pour oublier son amour. Mais c'est son amour qui lui court derrière. Oui. Alors, je vois que vous avez très bien lu le passage. Alors, ce n'est pas, en parlant de cela, faire du bling-bling, hein, pas du tout. Parce que la problématique, justement, des rapports entre les Arméniens, les Caucasiens, les peuples allogènes et les Russes sont tellement complexes, tellement compliqués à comprendre que, inévitablement, les mariages mixtes existent comme partout ailleurs. Mais la vie de Christapol et ses rapports avec les Labrousevitch tiennent à quoi? Ça tient à l'attentat contre Alexandre II. Il se trouve que les Labrousevitch, c'est-à-dire Mikhail Labrousevitch, qui est un officier de l'armée impériale russe d'origine, mais qui tombe en révolution comme on tombe dans les ordres, et sa femme, qui est la fille de général russo-polonais, sont mariés et sont accusés d'être des conjurés de l'opération attentat contre Alexandre II. Ils sont bannis en Sibérie pour 10 ans, mais petite clémence, et ils reviennent 5 ans plus tard. Et où est-ce qu'ils viennent? À Tiflis.
et ils se réinscrivent dans le mouvement Narodnik, dans une des 150 ou 1000 cellules de Narodnik, où, comme par hasard, se trouve Christapol. Mais là, il se trouve que la femme de Lavrousevitch, qui s'appelle du joli nom de Yevgenia Babushkina Konstantinova, Babushkin, comme il disait à l'époque, dont Varantian disait qu'elle était d'une beauté troublante. Troublante. Et les rapports de police, d'ailleurs, parce que la police était derrière eux, bien entendu, depuis toujours, la disait intelligente, cultivée, etc. Cette fille-là, cette femme-là, dans la cellule où il y a Christapol, s'amourage de Christapol. Alors, que va faire Christapol? Il ne le sait pas trop. On le lui annonce d'une manière extrêmement sympathique et douce. Mais en même temps, les révolutionnaires narodniks sont très pénétrés, très imprégnés surtout, de la philosophie d'un certain Nechayev, qui est un grand philosophe révolutionnaire, qui a écrit le catéchisme révolutionnaire, dans lequel il dit que les révolutionnaires doivent mettre leurs sentiments personnels, privés, derrière la révolution. Du coup, le Mikhail Lavrousevitch s'incline. C'est son ami, mais il s'incline. Et Christapol, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne veut pas trahir un de ses meilleurs amis. Et il quitte Tiflis. Et il dit, et je pars à Koulis, Vorbesi Herte Mari, pour que l'incendie s'éteigne. Et il reste 8 mois à Koulis, dans son pays à lui, où là il est bien. Mais elle lui écrit lettre sur lettre, lui envoie télégramme sur télégramme. Il ne résiste d'autant moins qu'il revient à un moment où les révolutionnaires arméniens du mouvement Jeune Arménie demandent à Christapol de tout faire pour mettre en exergue, pour inventer, pour créer le fameux mouvement révolutionnaire unitaire dans lequel, bien entendu, il aura un rôle central. Donc on revient aux relations avec Hunchak. Voilà. Je vous termine en disant que lorsqu'il s'est marié, parce qu'il finit par se marier avec il a même un fils. Il a même un fils, Roupen d'ailleurs. Ses copains lui disent tu vas changer toi. Et il répond, d'ailleurs je crois que ça y est dans le livre, non je ne changerai pas. On verra que ce mariage quasiment contre nature va devenir au fil des années un des problèmes auxquels il va devoir faire face, parce qu'il faut marier le militantisme. Et quel militantisme? Le patron. Et une épouse qui n'est pas arménienne, qui n'épousera pas la cause. Et qui est assez étrangère à la cause arménienne, in fine. Donc ça, c'est intéressant, mais je laisse au lecteur le choix de... Alors, les relations avec les Hunchak, pourquoi, au final, ça ne marche pas? Pourquoi on ne crée pas ce parti des révolutionnaires, de l'ensemble des révolutionnaires arméniens? Ça, c'est arméniens. une question vraiment... Enfin, moi qui m'a beaucoup touché, parce que, je le dis clairement, d'autant plus que moi, je suis né dans une famille plutôt Hunchak. Ma mère était, je sais pas, vous l'avez peut-être lu dans l'avant-propos, était sous l'emprise de Digina Gouline Boyadjian, directrice du Tobruk-Sacer, qui était la femme de Mezon Mourad Boyadjian, un des leaders historiques, charismatiques du mouvement Hunchak. Ma mère ayant vécu dans ce milieu-là pendant des années, ayant eu comme professeur Aharon Dadourian, le poète, son professeur de littérature et de poésie, à tel point qu'on a failli aller en 1947 en Arménie soviétique. Donc ma mère était imprégnée de ça. Mais donc, elle a fait le choix de vous envoyer au camp de Montselouk. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de revenir en arrière parce que... c'est pour dire simplement que j'étais donc pas contre le parti Hunchak. Il n'y a aucune raison. D'autant plus que le parti Hunchak avait joué la carte de l'unité. Elle envoie un de ses émissaires, Rouben Ranazad. Il y a tout un passage là-dessus sur le pourquoi du comment. Il se trouve qu'il signe Ranazad, in fine, un accord unitaire avec Christapol et Zavarian. Il signe. Il se trouve qu'il est seul avec un de ses camarades à le signer, mais à Genève, le parti Hunchak ne veut pas. On considère que c'est une alliance contre nature, il y a tout un chapitre là-dessus, et du coup, 6 mois ou 8 mois après, dans un article au vitriol dans le journal Hunchak, il dénonce l'accord, désavoue la signature de Ranazad, et c'est ainsi que la Fédération des révolutionnaires arméniens prend fin, et en 92, 2 ans après, naît la Fédération révolutionnaire arménienne, tout simplement. Alors, mis à part cette difficulté à pouvoir avoir tout le monde autour de la table, puisque vous l'avez dit, les Hunchakiens vont se séparer
finalement. Ceux qui vont rester, alors il est très intéressant de parler et de citer quelques noms de ces personnages qui étaient les premiers autour de la première table, parce que très rapidement on va en oublier quelques-uns qui vont pas pouvoir résister dans le leadership, et ce leadership passera dans les mains d'abord de Christopor, le leader incontestable, incontesté. Alors contesté par ailleurs, on verra ça dans les congrès, pour ses actions, pour ses choix, mais en tout cas, c'est le leader absolu, et avec qui il y a Simon Zavarian, et un peu plus tard, parce que Rostom n'est pas là au début, mais c'est la trinité des leaders du Tashnakut, donc on en oubliera pas mal. Mais c'est peut-être le moment de rappeler qui était autour de cette première table. Alors, je vais essayer en une minute de résumer tout ça. C'est impossible parce que j'y ai consacré des pages et des pages. Ils sont une quarantaine à peu près à avoir participé donc à la création de la Fédération des révolutionnaires arméniens. Dans le noyau central, il y a bien sûr Christopor. Et c'est vrai que Rostom n'y est pas. Rostom, il est en exil. Il est en exil. Comme d'ailleurs Zavarian et Christopor, un peu plus tard, seront en exil. Le leadership n'est pas là, parce que... Oui, bien entendu. Mais lui, Rostom n'a pas participé en 90 aux discussions. Il n'y est pas, lui. J'ai fait l'analyse de tous ceux qui y étaient. Il n'y est pas. Il est à Dzrna, à 2,5 km de Vélinacolis. Donc ça... Voilà. Zavarian y est, lui, bien entendu. C'est les deux qui y sont. Et puis il y en a d'autres. Alors, il y en a 40, je vais pas tous les citer. Mais ce qui est intéressant, c'est de citer je dirais, les tendances politiques qui y étaient. Alors, il y avait une petite tendance autour de Arzouni, de Krikor Arzouni, qui est, comme vous le savez, le directeur du journal Meshach. Pas seulement, c'est un personnage... C'est un personnage haut en couleur, un personnage, mais je dirais presque inévitable. Oui. Il fait la pluie et le beau temps, lui, Arzouni. Il faut le dire, plusieurs diplômes, d'une intelligence extraordinaire. C'était l'élément clé de cette capitale géorgienne. Exactement. Dans la communauté arménienne. Mais bien sûr, et il a des diplômes mais extraordinaires. Et en 72, c'est lui qui décide de créer le journal Meshach à Tiflis, qui est le grand journal que tout le monde doit lire et auquel collabore tout le monde également. Il y en aura d'autres après. Lui aussi, quelque part, il était faiseur d'hommes parce qu'il cherchait des talents. Il dénichait les talents, je vois que vous avez bien lu, il dénichait les talents. Donc il y avait donc le groupe ce qu'on appelle des Meshagagan. Il y a des sujets que je connaissais avant ce livre aussi. Oui, bien sûr, mais j'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est intéressant, parce que la discussion va en profondeur, même si on doit malheureusement être un peu en superficie. On est obligé. Mais on n'a pas le choix. Alors, donc, autour de c'est plutôt les libéraux, je dirais, plutôt favorables au régime et qui attendent tout du régime et qui se disent après tout peut-être que la Russie va s'améliorer, etc. Et quand on compare le régime russe au régime ottoman, il n'y a aucune comparaison possible, bien entendu. Il y a aussi les nationalistes autour de Khadisian, non pas Alexandre Khadisian, mais le frère aîné. Constantin. C'est le Constantin Khadisian qui, lui, était un entiché de Rochefort, entiché de la littérature et de la presse française, du général Boulanger. D'ailleurs, on l'appelait le général Boulanger, un peu un sobriquet qui lui allait très très bien, du reste. Mais c'était la droite antisocialiste pure, bien entendu. Il y avait aussi un petit mouvement qui venait de Chouchi, autour de Léo, de l'historien Léo, qui apportait aussi dans la corbeille du mariage ces deux, trois mouvements. Et puis il y avait bien entendu les Hunchak, qui étaient les Hunchak avec Rupen Kharazad et ensuite 2-3 qui vont arriver, et j'allais dire en arménien Aransk, c'est-à-dire le cœur, c'est le Jeune Arménie. Et dans Jeune Arménie, qui est un mouvement qui s'est créé en 88, en particulier grâce à Zavarian et puis à Christopor, c'est eux qui forment l'aile gauche, on dirait, du mouvement. Et c'est ainsi que prend naissance le mouvement autour de Christopor, qui, lui, sera vraiment le pilier central. Alors, on pourrait citer Mardinian, on pourrait citer Ishran Arboutian, qui faisait partie du mouvement également. Enterré à Chaville. Enterré à Chaville, oui. Mardin Chatilian. Bovanes Toumanian, jeune poète. Alors, il y a 3 personnages sur lesquels j'aimerais mettre un peu l'accent. C'est, alors, Arzouni, bien entendu, on en a parlé. C'est Toumanian et Shilvan Zadeh. 3 intellectuels. C'est-à-dire que le mouvement unitaire, parce qu'il était unitaire, imprégnait l'ensemble de la population arménienne, du Caucase,
Mais après, on dira, mais comment est-ce que ça a pu s'aimer en Empire ottoman? C'est une autre question très vaste. C'est la première phase de la vie du Tchatchour, la plantation. Exactement. On en parlera. Alors, Toumanian a été un de ceux qui ont salué la naissance du parti d'Ajnak. Azzouni n'était pas contre non plus. Mais lui disait, attendons des jours meilleurs. Et après, on commencera à bouger. Mais on dit quand même qu'il y avait sa caution morale. Bien sûr. Et que les gens prenaient son opinion. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Son opinion, mais en même temps, Christophe disait, c'est-à-dire, c'est l'homme du passé. Il nous faut d'autres hommes. C'est Shilvazadeh qui rapporte ce propos, parce que Shilvazadeh n'aime pas beaucoup Azzouni. Pas plus que Rafi, l'écrivain. Rafi n'aime Azzouni, d'ailleurs. Oui, il est d'une méchanceté. Il le paye pas. Oui. Il écrit, mais il le paye pas. C'est terrible, quand même. Et puis, Shilvazadeh, c'est pareil. Donc, ils sont allés tous dans d'autres journaux. J'allais dire dictatorial, parce que on dit qu'il est... c'est un mandarin. Oui. Un mandarin, pas autre chose. Tout passe par lui. Donc il y a ce mouvement. Alors c'est un mouvement très général. Donc à l'époque, entre 1890 et 1891, jusqu'à l'exil de Christophe en Moldavie, à Kishinev, le mouvement est un mouvement réellement unitaire. Unitaire. Et c'est pourquoi je le dis d'une manière tranquille, que le parti Unchak, avec ses Nazarbekian, qui étaient doctrinaires, rigoristes, et assis à Genève, et qui demandaient à leurs militaires d'aller se battre au Yergiz, ils mettent fin à ce pacte unitaire, ce qui, à mon sens, est une faute, pas une erreur, une faute historique. Alors, il y avait débat dans ces cercles-là sur l'orientation à prendre. Tout à l'heure, on parlait des mouvements russes entre cosmopolitisme et nationalisme. Là, c'est le débat entre protéger ou libérer les Arméniens de l'Occident, le socialisme. Il y avait plusieurs sujets et finalement, tout le monde, il faut le dire, n'était pas socialiste au début. Non, bien sûr que non. Christophe était socialiste. Et j'allais dire même plus tard, tout le monde n'était pas socialiste. Il y a toujours eu des débats idéologiques à l'intérieur du parti, au moins jusqu'en 1907. D'ailleurs, est-ce que je peux faire une petite digression? Bien sûr. Le parti Unchak, quand il a aidé en 87, il a drainé vers lui beaucoup de révolutionnaires. En 96, il s'est divisé en deux. Une partie est restée marxiste, l'autre partie, autour de Arpiarian, Damadian, Sourenian et quelques autres, ont dit mais on n'a rien à faire dans ce parti, nous ne sommes pas des socialistes. Autrement dit, il y avait débat chez eux aussi. Et au parti d'achat, il y avait débat également. Un débat qui était profond et qui a été d'ailleurs assez complexe et assez dur parfois. Tout le monde n'était pas socialiste. Christophe disait, je propose la formule suivante, autour de laquelle ils sont mis d'accord finalement. Le socialisme a l'air de gêner beaucoup de gens, on va dire la libération économique et politique du peuple arménien de Turquie. Ça vous va? Khalazad dit OK. Et c'est autour de cela que finalement, eh bien, on s'est mis d'accord. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Est-ce que les Arméniens du Caucase avaient le rôle messianique d'aller protéger, d'aller libérer leurs frères de Turquie? Faut-il aller en Turquie pour étudier la situation sociale des Arméniens? Certains disent oui, d'autres disent non. Ensuite, comment on dirige le pays? Est-ce qu'on adopte la décentralisation ou la centralisation? Toutes ces questions ont été débattues pendant justement les grandes négociations du mois de juillet à Tiflis en 1890, mais sont revenues de manière récurrente dans la discussion parce que tout le monde venait de très très loin et que l'unité obtenue par Christophe n'est pas un fleuve tranquille. C'est une lutte de tous les instants. D'autant plus que Christophe, je le rappelle, a été condamné à 1 an d'exil et que pendant ce temps-là, il a été remplacé par le fameux Levon Sarkissian, qui est un être antisocialiste, autoritaire et centralisateur. Le contraire, parfait, de Simon Zavarian, qui lui se disait rouge, socialiste et décentralisateur. Alors, 2 mots quand même sur Simon Zavarian, parce que c'est un des 3 leaders incontestables de la FRA. C'est quelqu'un qui a fait de grandes études agraires à Moscou. Agronome, pardon. Et il était, on présageait pour lui une carrière extraordinaire dans l'administration moscovite. Bien sûr. Mais il a tout laissé tomber pour suivre son cœur et le combat auquel il s'est préparé. D'ailleurs, il n'était pas le seul, mais lui, c'était un cas. Parce qu'il est sorti major de sa promotion. Une carrière royale l'attend.
il retourne. Et il n'est pas le seul, c'est une des grandes constantes des Arméniens révolutionnaires, les jeunes qui ont tous entre 20, 25 et 30 ans, pas plus. C'est de faire des études et de revenir au Yélige pour défendre justement les Arméniens de Russie, bien entendu, mais surtout les Arméniens de Turquie. Et c'est là la vraie question, comment faire pour aller défendre nos frères de Turquie, parce que la frontière entre les deux, elle n'est pas étanche. D'autant moins étanche que les sultans turcs, enfin les sultans ottomans, considèrent les Arméniens comme des traîtres vendus tous aux Russes. Tous. Surtout les Arméniens d'Erzurum en particulier, ou de Rars, ou d'ailleurs. C'est un vrai problème, ça. Alors, justement, quand on parle de la création d'un parti révolutionnaire, on voit quand même à la tête de ce parti, Christopol Ier n'est pas favorable à l'action des têtes brûlées, dans le sens où tout n'est pas action armée, il faut en mesurer les conséquences. Et quand, par exemple, Hrartejork, avec le Hunchakian, veulent faire la révolte de Sassoun, on parle des années 1894, là, Christopol, il est contre. Et Hrartejork, Armenak Razarian, il lui envoie une lettre en disant « Comment pouvez-vous dormir tranquille quand vous n'êtes pas capable ou vous ne voulez pas armer la révolution ?» Et c'est là que Christopol lui explique les conséquences d'une telle aventure. Suite à cela, Hrartejork admet sa propre erreur dans le raisonnement et rejoint même le Tashnakhtutun en quittant la FRA avec tous ses hommes. En quittant, pardon, le Hunchak. Voilà. Bien sûr. D'ailleurs, cette année 94, ça correspond à 93 en réalité. Parce qu'il était déjà là-bas en 93, avec Damadian et puis Mezan Mourad. C'est l'histoire des armes que le Hunchak demande au parti d'Ashnag. Zavala est assez pour, Christopol est contre. Plutôt contre. Mais il n'est pas contre la révolution. Il est contre parce qu'il a en tête une stratégie. Et c'est une des grandes questions. Une des grandes, comment dirais-je, j'allais dire vesque. Parce que les camarades du parti ne comprenaient pas toujours la stratégie à long terme imaginée par Christopol. Pourquoi il disait ça? Il disait pas ça parce qu'il était contre les Hunchak ou contre la révolution au Sassoun. Il disait que c'est en pure perte. On va perdre des membres, on va perdre des fédaïs, on va perdre l'appui du peuple parce qu'il y aura des représailles inévitablement. Et le parti Hunchak n'est pas préparé à faire ce genre de choses. Il n'est déjà pas préparé depuis la fameuse manifestation de Kumkapu en 90, pas plus maintenant. Il faut maintenant autre chose, et il espérait... Et il faut surtout pas provoquer le sultan en vain. Alors, il espérait surtout le soulèvement général de la population, mais pas comme ça d'une manière stupide, mais organisée, structurée, c'est ce qu'il voulait. Parce qu'il y avait aussi débat à la Krikorian sur la manière de préparer la révolution. Est-ce qu'on arme la population arménienne pour des besoins défensifs, ou on les arme pour passer à la révolution, donc offensive. Et ce débat existait au sein du parti d'Ashnag. Au sein du parti d'Ashnag, il existait. C'est l'opération Khanasor. Khanasor, j'en parle, est-ce que les auditeurs connaissent l'histoire, mais ils la verront. C'est une opération d'envergure, à la mesure, bien sûr, du parti d'Ashnag, de ses moyens en armes, en hommes, etc. C'est une grosse opération de punition contre la tribu Mazrik qui venait de participer... C'est une ethnie kurde, qui venait de participer aux côtés de l'armée turque à la décimation de 1000 Arméniens de Van, qui avaient échappé, Arméniens de Van, des trois partis, unifiés. Il faut les punir, donc c'est d'accord. Mais les Vanétis sont contre. Ils ne sont pas contre l'opération, ils disent que vaut mieux armer le peuple et faire des petites incursions plutôt que de faire des grosses opérations qui risquent de tomber dans l'eau. Et Zavala est d'accord avec les Vanétis en disant oui, on va pas aller bien loin avec ça. Alors je ne parle pas de Khanasor, c'est une opération magnifique, elle est grandiose, elle est belle, elle a remué le peuple, il n'y a pas de doute. Et qui regroupait tous les grands fédaïs de l'époque. Ils étaient 250. J'ai fait l'analyse complète de tous les membres de Khanasor, ils sont 250. Il y avait le jeune Antranik dedans. Il y avait déjà il y en avait d'autres aussi. Et surtout, je raconte l'histoire poignante de la mort du frère de Rostom Zorian à Khanasor, qui lui aussi était contre les opérations de grande envergure, préférait les incursions comme ça, malicieuses, astucieuses, plutôt que les grosses opérations qui peut aller on ne sait où.
Et Garo Zorian, donc Aristakès Zorian, meurt pendant la bataille de Khanasor, avec en arrière-plan une histoire personnelle qu'il a avec une jeune femme qui l'aime d'un amour pas possible et qui se suicide par amour pour ne pas empêcher Garo d'aller se battre pour Khanasor. Ça, ce sont des choses qui ont existé. Donc, c'est pas des petites histoires. Et le pire, c'est qu'elle se suicide avec le revolver que Garo lui a offert. Ben oui, alors tout ça, bien entendu. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, Garo n'aimait pas cette... Et en quelque sorte, il se donne la mort, Garo, dans cette bataille, parce que pendant que les Fédaïs repartent de ce champ de bataille, il est parmi les derniers. Il a décidé d'être le dernier pour protéger ses camarades à continuer les combats pour empêcher ou arrêter ou freiner l'attaque, la contre-attaque des Mazriks. Ben oui, alors ça c'est. Alors est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un geste d'adieu? Bon, ça il faudrait être dans la peau de Garo Aristakès pour savoir tout ça. Mais c'est quand même une histoire poignante qui montre que finalement les Fédaïs aussi c'était des hommes. Alors Christapor, on le disait, le chef incontestable, mais souvent contesté, et on verra que même les plus proches, Simon Zavarian, sur plusieurs sujets, mais pas seulement lui, les Fédaïs et les chefs venus de l'Arménie occidentale étaient contre l'approche de Christapor à bien des égards, et ils étaient vraiment pas tendres avec lui, parce c'était pas un dictateur, Christapor. On pouvait le critiquer, et de quelle manière, avec quels mots. Et là, on voit encore une fois la grandeur de Christapor, parce que il fait face à toutes ces critiques. C'est quelqu'un qui accepte ses erreurs, mais en même temps, il est tellement fort en conviction que dans ses convictions, qu'il est capable, par la raison et la logique, de démontrer que, point par point, toutes les critiques qu'il reçoit sont argumentables. Vous avez tout dit, je crois. Et je veux que vous alliez dans les détails. Oui, non, mais les détails, ils les liront. Mais vous faites allusion au congrès de 1898. C'est-à-dire qu'il s'est passé entre le premier congrès de Tiflis en 92 et le congrès de 98, 6 années. C'est beaucoup trop long. Entre-temps, il y a eu l'affaire de Vannes, le siège meurtrier de Vannes. Il y a eu l'opération de la Banque ottomane, dont je parle bien sûr dans l'ouvrage. Il y a eu l'opération de Khanasor, mais il y a aussi un mécontentement profond au sein du parti, des militants, qui considèrent qu'il y a de l'immobilisme, de l'autarcie, des erreurs, des choix qui ne sont pas... D'autant plus qu'à l'époque, il y a aussi les fameuses tractations avec le sultan Abdulhamid par la famille Dadian, depuis 96. Ce que le militant de base ne comprend pas. Comment est-ce que l'on peut discuter avec notre pire ennemi? Il y a eu cette problématique-là. C'est une vraie question en soi. Et en 98, au congrès de Tiflis, il présente le bilan du comité central du parti, ce qu'on appelle le bureau à l'époque, bien entendu, le bureau. Et il est assailli de questions, abreuvé de critiques, notamment par Khajag, Karekin Khajag, par Vart Patrikian, qui sera d'ailleurs plus tard exécuté parce que c'est lui qui a été l'auteur d'un détournement des armes du parti pour les vendre, on ne sait plus à qui, mais à son profit personnel. Lui, il a été châtié par la suite, en 1907. Levon Atapekian, il y a toute une bande de gens qui ne veulent pas entendre parler de la politique de diplomatie que Christapor défendait en 98 en disant « Le soulèvement général n'a pas eu lieu. Nos Fédaïs meurent par milliers. Il ne faut pas oublier que Christapor a ça, comme Rostom et comme Zavarian, qui sont les patrons. Ils ont vraiment sur la conscience la mort des gens. Ils envoient à la bataille des Fédaïs dont la durée de vie est 3 ans. Un Fédaï qui va se battre, il a une chance sur 10 d'en échapper. Et en général, sa durée de vie est de 3 ans. Ils sont par dizaines de milliers. Et le soulèvement général ne se produit toujours pas dans l'Empire ottoman. Pour des raisons de distance, pour des raisons également de légitimisme et de peur, bref. Mais en même temps, il faut dire, pendant ces années-là, il y a une implantation réelle en Arménie occidentale. Il y a des chefs fédaïs qui naissent avec des groupes très importants, vous les avez cités, et ils sont en train de
poursuivre, d'harceler l'armée et la gendarme turque. Donc il y a une vraie... Bien sûr. Un vrai D'ailleurs, je le raconte ça parce que Hraj Dastabedian, qui a travaillé beaucoup sur les archives, a fait l'inventaire de tous les groupes de combat, année par année, autour des principaux. Çavuş, Seroparpur, Arapo aussi à l'époque, Gamray Tejok et tant d'autres. Mais, bien entendu, tout ça ne fait pas un soulèvement général. C'est indispensable, c'est absolument nécessaire, mais contrairement à ce qui s'est passé en Macédoine ou en Bulgarie, etc., ou en Grèce, où le soulèvement général populaire était plus facile parce que c'était de territoires plus petits, là, on est dans un empire qui fait 1500 km de long. Donc c'est pas possible. Donc il dit, et il tient le raisonnement, il faut non seulement continuer le combat, mais aussi faire une propagande en Europe. Donc avoir la stratégie des deux fers au feu. Krajak, lui, il comprend uniquement une partie. Après, il en reviendra. Mais il dit non, il faut absolument faire une guerre à outrance. Et moralité, en 98, le Congrès adopte la position de Christapol. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie en Europe. Et ça, c'est la troisième partie. La partie, je dirais, où Christapol, en Europe, a un rôle absolument éminent. Alors, l'Europe, c'est d'abord Genève, où Trochak s'implante. On est dans il était déjà implanté, hein. Oui, mais n'oublions pas qu'on parle d'événements qui se produisent il y a 100, 110 ans. Oui, d'accord. Donc, la communication n'est pas celle d'aujourd'hui. Et quand on en voit ces Arméniens qui connaissent personne en Europe, il n'y a pas de diaspora, il n'y a pas de structure, pour aller faire de la propagande, et c'est là, d'ailleurs, la force de Christapol, car avec d'autres, il a réussi à créer ce mouvement pro-arménien dont, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Pierre Quillard était l'un des fers de lance, avec Jean Jaurès, avec d'autres qui... Georges Clémenceau. Anatole France. Donc, Christapol Mikaelian, depuis Genève, et il vient aussi à Paris pour rencontrer, pas tous, mais certains de ces gens-là, pour organiser donc le lobbying, il faut l'appeler comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle du lobbying. C'est la communication, c'est l'influence, c'est créer des amis. Et des amis, on en a eu en France. C'est, je crois, une des parties les plus importantes de la vie de Christapol, parce que d'abord, le parti a décidé qu'il irait à Genève. C'est pas facile. Pas facile de quitter le Yergij pour aller à Genève. C'est une sorte d'exil. Et en même temps, c'est considéré de la part d'un certain nombre de militants très jusqu'au boutistes comme le coin des planqués. C'est le placard, comme on dit aujourd'hui. Oui, c'était un peu là. Il y avait Loris Melikov qui était. Mais avec une mission quand même. Bien entendu, mais ça, il voyait au premier degré. Maintenant, nous, on est tranquillement assis dans notre fauteuil et on voit ça de plus loin et on dit que c'était quand même pas idiot. Bien au contraire, c'était génial. Moi, je considère que c'était génial. Il arrive donc à Genève et il a 3 casquettes. C'est rare, hein? 3 casquettes. Il est patron du bureau occidental et aussi du bureau oriental parce qu'il est élu dans les 2 bureaux. Il est membre dans le bureau oriental, mais patron du bureau occidental. Eh oui. Il est quand même membre des 2 bureaux en général. La décentralisation que Zavarian voulait, est-ce que c'est ça qu'il voulait Zavarian? Pas sûr. Bon, il est patron de Trochak et il a comme mission de créer le fameux journal de propagande pro-Arménia, qui s'appellera plus tard pro-Arménia en français. Il y a 3 là. Il y a 3. Alors, premier travail, constituer l'équipe Trochak. Et là, c'est la fameuse Dream Team, la fameuse équipe de rêve. Il a essayé d'entraîner, comme on l'a dit tout à l'heure, Shirvanzadeh, qui a refusé. Il a entraîné Sompat Shahaziz, qui a refusé, le professeur Kambalan, qui a refusé, mais il a réussi à entraîner autour de lui toute une équipe. Et je les passe tous en revue. Aharonian, Loris Pelikov, Mikhail Varantian, Sarkis Minassian, le nom de mon groupe d'Alfortville, et quelques autres, et je fais l'inventaire de tous ces gens-là, et lui, il constitue... Siamanto. Alors Siamanto, il écrivait des articles, des poésies qu'il réservait à Trochak, de même qu'Avedi Gisaragian. Avedi Gisaragian, le grand poète qui a été artiste émérite de l'Union soviétique par la suite, était membre du parti, était le responsable de la région de Alexandropol. Voilà, mais il était surtout à l'époque Hunchak. C'est un transfuge du parti Hunchak, et il n'est pas tout seul parmi les Hunchak intellectuels. Il y a avec lui Arayan, Shirvanzadeh, j'ai déjà dit, et puis Tejok, Sepastatsi Murat, Sebou, et tant d'autres, Markal Varjabed, c'est tous des transfuges. Mais lui, avec Issaagian, il donne son accord
à Christapol, je vais écrire des poèmes. Et puis, comme d'habitude, il ne tenait pas les délais, l'écriture en retard, et Christapol s'en plaignait, il disait, je suis obligé de mettre des poèmes médiocres et pas les tiens. Bon, toute cette équipe-là, c'est Trochak, c'est la fameuse époque extraordinaire. Et en même temps, il prépare Pro-Arménia. Et là, il y a tout un chapitre là-dessus. Quand même 2 mots sur Trochak, parce que c'était un vrai travail journalistique, dans le sens où les gens de Yergir, du pays, à Van, à Erzurum, à Sassoun, à Daron, enfin dans toutes ces régions, écrivaient des rapports sur ce qui se passait dans ce qu'on appelle le pays, donc l'Arménie occidentale, pour reproduire ces articles, ces reportages, parfois dans Trochak. Et par la suite, il y avait un réseau de distribution. Alors, il faut l'imaginer dans les conditions du début du XXe siècle ou fin du XIXe, comment la propagande se faisait auprès de la population pour dispatcher ce journal, Trochak, auprès de la population. Donc, c'est un travail aussi il fallait du contenu, mais c'était un outil de propagande. Et de travail de l'ombre, dont d'ailleurs le premier était Rostom Zorian, qui a précédé Christapol pendant 3 ans. 3 ans qui n'a pas pu résister à Genève et qui ne voulait pas vivre à Genève, ça l'embêtait. Mais il a été celui qui écrivait quelques articles de temps à autre, mais surtout qui passait son temps à composer, à corriger, à tirer, à imprimer, à mettre sous liasse et à envoyer. C'était un travail de l'ombre, ce que Christapol n'a pas fait. Alors, beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a pas si longtemps que ça, on a célébré à l'Assemblée nationale les 100 ans de l'assassinat de Jean Jaurès. Donc, c'est vrai que Christapol n'a pas rencontré Jean Jaurès, mais il y a eu une correspondance entre les 2 hommes. Donc, voilà comment, en France, et pourquoi que en France? C'est une question très importante. Pourquoi pas en Allemagne, qui était un pays qui avait des liens avec l'Empire ottoman, où il serait intéressant de pouvoir infléchir un petit peu la politique de ce pays à l'égard des Arméniens. Mais c'est une bonne question, mais ne pas oublier que l'Empire tsariste était francophone. À la cour de Saint-Pétersbourg, le français était la première langue. D'ailleurs, Christapol a appris un peu le français à coulisses. Donc le français était quelque chose qui était Est-ce qu'il parlait le français plus tard? Alors, il est arrivé en France, enfin à Genève, il parlait pas le français du tout. D'ailleurs, ça a été un problème. Il n'osait pas sortir. Il n'osait pas rencontrer les hommes politiques français, justement, parce que le mouvement humaniste français était le plus fort par rapport aux événements de 94, 95, 96. C'est là qu'il était. Mais contrairement à ce que vous venez de dire, l'Allemagne était aussi très sensible à ça. Je dois dire que Christapol a rencontré le chef du SPD de l'époque, qui s'appelait Bebel, et il a obtenu Bebel qui fasse un discours au Reichstag, ce qu'il a fait en faveur des revendications arméniennes. Donc ça existait. En Angleterre, il y avait un petit mouvement également. Mais le cœur de l'assistance, de l'ingérence au fond humanitaire, c'était la France. Et en particulier en France, alors tous ceux qui seront plus tard dans le comité de rédaction de Pro-Arménia, c'est-à-dire, Pressensé bien sûr, Jaurès, Anatole France, le comte de Roberti, Quillard, qui a été le rédacteur en chef, Jean Longuet, qui a été le secrétaire de rédaction générale, tous ces gens-là étaient autour. Et Jean Jaurès, il l'a pas rencontré, mais parce qu'il n'avait pas le temps, Jaurès, à ce moment-là, il était très très pris. Mais quand vous parliez de correspondance, j'ai pensé immédiatement à la correspondance intellectuelle. Les idées de Christapol et de Jaurès, qui sont nés la même année d'ailleurs, ils sont nés en 59 tous les deux. Les idées étaient la même sur l'approche de l'internationalisme et national. Comment concilier internationalisme et nationalisme? Et ça, c'est une des grandes correspondances qui fait que Jaurès a donné son accord à Clémenceau et à de Roberti en disant « je serai membre du comité de rédaction ». Alors comment a été créé pour Arménia, ça je le raconte. Je renvoie à l'article d'Agnès Varamian dans Une passion française annoté par Claire Bouradian. J'ai ajouté simplement un certain nombre de choses que personne ne connaissait, que j'ai tirées dans la correspondance de Christapol, qui a obtenu de Quillard 3 grandes concessions. Parce que Quillard, il ne voulait pas du titre Pro-Arménia. Il voulait un titre beaucoup plus général. Quillard, il faut le dire, c'était pas un politique, c'était un écrivain. Oui, mais il voulait l'Orient, lui. Il voulait l'Orient. Et il avait convaincu Varantian et Loris Melikov que l'Orient, ça correspondait bien. Christapol, il dit, il n'avait pas question. Moi, je veux que dans le titre, il y ait une référence aux Arméniens.
Deuxièmement, Kiyar disait, on va pas parler de la guérilla arménienne au Yergi, donc en l'Empire ottoman. Il ne voulait pas en parler. Contrairement à Pressensé qui lui voulait. Il était plutôt guerrier, Pressensé. Il a dit, écoute, on ne peut pas faire autrement. Comment voulez-vous parler d'une révolution sans parler de révolutionnaires? Il a obtenu son accord. Et Kiyar a dit, Christapol a raison. Il l'a rencontré dans son petit village de Bourgogne, à Armeau. Et là, je raconte leur rencontre, c'est avec les dialogues savoureux entre les deux. Et c'est là que commence la grande aventure de Pro Armenia, c'est-à-dire le journal qui va durer des années et des années. Hein. Alors, faire une révolution sans finance, c'est quasi impossible. D'ailleurs, à Tiflis, avant même de commencer l'aventure du Tashnak Tutun, quand Simon Zavarian et Christapol décident à leur retour de Moscou, parce qu'ils sont retournés de Moscou presque en même temps. 87, oui. Et là, ils décident d'ouvrir une imprimerie et de prendre un permanent, un ouvrier, enfin quelqu'un qui s'occupe à plein temps de cela, mais faute de finances, donc ces gens-là n'avaient pas de moyens financiers. Même si parmi eux, il y avait quelques enfants de riches comme Rovanes Loris Melikov, qui se vantait de son appartenance à une famille d'aristocrates. D'ailleurs, Simon Zavarian lui-même est d'une famille aristocrate. Arroutian aussi, du reste. Oui, Arroutian Ishrans, c'est un prince. Ah oui, bien sûr. Mais ils sont fauchés, parce qu'ils sont dans la révolution. Bref, comment faire... Il ne faut pas être pauvre et révolutionnaire, si. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comment faire une révolution sans moyens financiers? Ça, c'est une vraie question. Parce que, alors, vous faites allusion à l'impôt révolutionnaire, catholique. Je voulais venir à cela. Alors, cette question a été posée depuis le début. Depuis le début. Rostom est pour. Zavarian est contre. Rostom, il est cash, lui. Ah oui, lui c'est pur et dur. Et Christapol, il est entre les deux. Mais il est plutôt contre, au début, parce que c'est contraire à ses conceptions éthiques et morales. Et il avait en tête également les dérives des Macédoniens qui avaient eu le même problème avant lui. Il y a eu des détournements d'argent, des usurpations d'identité, des gens qui se faisaient passer pour des collecteurs alors qu'ils ne l'étaient pas, un vrai problème. Et en plus, des représailles, ils ont tué pas mal de Macédoniens riches par erreur. Enfin bon, il se disait, est-ce qu'on ne va pas retrouver la même situation? Donc il avait ça. Il résiste jusqu'en 1901. Et là, il dit, on va convoquer une réunion spéciale. Et il convoque à Philippe, c'est-à-dire là où Rostom a son école, avec sa femme, Liz Shahnazarian, de revoir la question. En Bulgarie. En Bulgarie. Et de revoir la question. Il revoit la question et il décide de créer le fameux impôt révolutionnaire. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que les caisses sont désespérément vides. Et si on veut faire la révolution, si on ne peut pas acheter d'armes sans argent. Le transport des armes. Le transport, puis soudoyer des gens. Moi, je sais, entre parenthèses, Kaloust Aloyan et quelques autres ont été amenés à soudoyer des officiers de l'armée russe pour obtenir à l'usine de Doula en particulier des armes. Comment faire? Ils sont prêts à donner les armes, mais moyennant finance. Et il n'y a plus d'argent à ou alcool. Comme le raconte Roupen dans ses mémoires. Roupen d'Arméniation le raconte très bien dans le tome 3 ou 4, je ne sais plus très bien. Mais donc il faut de l'argent. Et Christapol, lui, est embêté entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Zavarian reste intraitable. Pas question. Rostom lui dit, il faut. Et finalement, en 1901, il décide de créer l'impôt révolutionnaire, mais à condition que lui, Christapol, prenne la tête des collecteurs de l'argent. Et c'est là qu'en 1901, il quitte Genève et il vient à Bakou. Et il y a tout un passage. Mais il est recherché. Alors, parce que la police, alors c'est pas la police azérie, il faut pas confondre. Non, on est dans l'empire tsariste, l'empire russe, donc la police russe sait ce qu'il était, ce qu'il faisait à Tiflis. Et d'ailleurs, on retrouve plus tard des détails incroyables sur les mouvements de Christapol. C'est vrai que Christapol, même quand il est retourné d'Akoulis à Tiflis, tous les jours, il changeait de domicile. Ouais, exact. D'ailleurs, vous avez pu voir, j'ai cité les rapports de la police russe, de l'Okhrana, des documents qui montraient qu'il les piait du matin au soir et du soir au matin. Je raconte d'ailleurs la perquisition que les vestes bleues étant les fameux policiers secrets de l'Okhrana,
la terrible police politique, jusque dans son lieu de travail. Il travaillait comme correcteur d'épreuves de russe dans un journal qui s'appelait Novo Obrazenie, dirigé par un certain Toumanian et sa femme, sans rapport avec Ovanes Toumanian. Mais Zok comme lui a Kulisti. Ils viennent perquisitionner, il y a 2 pages là-dessus, comment ça a été perquisitionné sous les yeux de la pauvre femme qui voit ça de loin, à l'abri de tous les regards indiscrets. Donc il était épié du matin au soir. Cet homme-là, il arrive à Bakou, il est suivi. Sous le nom de Mikhailov d'ailleurs, puisqu'il avait longtemps utilisé ce mot. Donc, et il est emprisonné pendant 6 mois. Une parenthèse, il avait plusieurs surnoms. Alors, surtout, on l'appelait aussi Topal. Parce qu'en turc, ça veut dire boiteux, parce que Christapol boitait. Alors, il est né avec une malformation au pied gauche. Alors, il n'est pas pied beau, contrairement à ce que l'on dit. Il a une malformation osseuse. Mais il claudiquait. Ça l'a d'ailleurs suivi toute sa vie. D'ailleurs, un jour, il demande à Aronian, Herukna, va plus loin. Et il marche devant lui. Est-ce qu'on voit que je boite? L'autre Aronian sympathique, il dit, un canal, pas tellement finalement. Ça la suit toute sa vie, ça. Et c'est une marque de fabrique en même temps, parce que les vestes bleues, dès qu'ils voient un type claudiquer, ils pensent que c'est Christapol. Et ils savent. Il est à Bakou. Ah, il est à Bakou. Alors là, je sais pas, on n'a pas le temps de parler de ça parce que le temps passe, je vois bien. Mais à Bakou, il va être arrêté. Il va avoir aussi une activité de collecteur, bien entendu. Alors auprès de qui? Auprès de ses amis Zok, les richissimes familles de Velina Koulis, avec qui il a des liens de cousinage. Parce qu'à Bakou, les Arméniens, à cette époque-là, comme les Grecs, les Juifs et d'autres, se sont vraiment enrichis. Ah, ils se sont enrichis, c'est l'Eldorado. Alors, il y a la masse ouvrière, mais il y a aussi la masse des hommes d'affaires. Mais dont Shilvan Zadepar, d'ailleurs, dans Incendie dans les puits de pétrole, ça, c'est un roman extraordinaire qui donne vraiment l'image de la vie sociale là-bas. Donc, il y a d'un côté les ouvriers, et d'Ashtak sont plutôt dans ce milieu-là, et les autres, les riches, auprès de qui Christapol va essayer d'arracher un peu l'argent, parce que c'est, comme vous dites, c'est le nerf de la guerre. Alors là, lui, il va essayer d'arracher de l'argent, parce qu'il pouvait peut-être pas faire lui autrement, en tant que leader, mais ceux qui étaient en charge de l'impôt révolutionnaire avaient des moyens un peu plus rudes pour, quoi qu'il arrive, récupérer l'argent. Alors, l'impôt révolutionnaire, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire que ceux qui voulaient pas, ils étaient châtiés. Je raconte l'histoire d'un commerçant, le fameux Jahmarian. À Moscou. Oui, mais il est mort à Moscou, mais il était venu à Chouchi, parce qu'il passait ses vacances à Chouchi. Et il passait aussi une partie de ses vacances à Nice. Oui. Et d'ailleurs, le parti l'a connu à Nice. 3 ans avant, il paraît qu'il donnait de l'argent. Minas Cheraz, le fameux Minas Cheraz, avait dit, oui, il va vous recevoir. Et Christapol, il va là-bas et il est pas reçu. Donc, parce que le type, il voulait pas donner de l'argent. Et quand il a été mis sur la liste des donateurs potentiels, il a dit, c'est non. Et ils l'ont tué. Donc, il y avait donc des effets collatéraux, disons. Alors, c'est vrai que ça faisait débat parce qu'il y a une question éthique, mais il faut quand même le dire, s'il n'y avait pas cette action appelée potorique, tempête, il n'y aurait pas eu d'argent, et s'il n'y avait pas d'argent, il n'y aurait pas eu achat d'armes, et s'il n'y avait pas d'achat d'armes, en 1905, l'autodéfense arménienne contre les Tatars n'aurait pas eu lieu. Il y aurait eu vraiment des massacres. C'est grâce à l'argent de Potolik que les Arméniens ont pu organiser cette autodéfense. D'ailleurs, Christapol, en 1904, au congrès donc de Sofia, il défend finalement l'impôt révolutionnaire parce qu'il allait proposer au congrès la liquidation du sultan Abdulhamid. Et il faut de l'argent pour ça. Alors justement, nous allons terminer avec cette histoire assez extraordinaire où Christapol quand même va mourir. Il est le leader de cette action, Nejuik, qui a pour but d'assassiner, d'organiser un attentat contre le sultan Abdulhamid II. Alors ça, c'est le dernier chapitre. Le grand défi. Le bouquin porte le titre « Le grand défi ». C'est une histoire difficile, mais Christapol proposera ça au Congrès. Il acceptera.
le principe. Mais quand il décide d'en prendre la tête de l'opération dans le détail, l'opération Nejuk, ou opération Vishab, ou opération également Yıldız Bomba, comme on dit, Christapol, Zavarian et Pirostom sont contre. Tu n'as pas, toi, à prendre la tête de ça. Parce que en prenant la tête, il va à la mort. C'est un suicide quasiment. Parce qu'il est favorable, lui, à lancer, comme ses amis Narodnik à l'époque, contre le tsar Alexandre II, les bombes à la main, à 10 mètres, 15 mètres du sultan Abdulhamid, après des repérages nombreux et difficiles. Et comme il y a 6000 soldats autour, il est forcément arrêté, il sera exécuté. Donc il va à la mort. Je relis cette espèce de tranquillement aller vers la mort à d'autres éléments qui sont tout à fait intéressants, mais sur lesquels on n'a pas le temps de parler. Mais lui, il y va. Et en même temps, il s'intéresse à la question, il crée des nouveaux systèmes, il raccourcit la mèche pour que ça aille plus vite encore des bombes afin de mettre la mise à feu. Ils font des essais. Alors, je vais vite. Alors, il y a des détails sur l'achat de la poudre. Oh là là, on raconte même que cette poudre aurait pu être mais elle est falsifiée. Falsifiée. Il achète 100 kilos de poudre, enfin je résume, mais la première couche au-dessus de 3 cm, elle est bonne, mais en dessous, poudre. Donc il y a un gros problème. Bref. Donc, et la question qui se pose, c'est est-ce que le commerçant qui a vendu cela... C'était un grec. Est-ce que c'est un acte... délibéré. Alors, est-ce que ce sont les autorités russes de l'époque qui sont impliquées dans ces histoires-là, parce qu'il y a une correspondance avec un général russe à qui n'est pas russe, qui est bulgare. Donc à qui Christapol quand même raconte oui, mais certains l'objectif. auteurs sont trompés. Ils disent qu'il est russe. En fait, il n'est pas russe. D'accord. Il est bulgare. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'histoires autour des préparatifs. Mais on parle de la main noire, enfin de l'intervention occulte de l'Empire russe. Ça, on n'a jamais bien démontré tout ça. Moi, je m'en suis tenu aux faits, c'est-à-dire à ce que j'ai lu et qui me avoir été recoupé dans bien des documents. En fait, c'est un attentat donc organisé par Dachaksun, comme il l'a fait plus tard en 1919. Non, je ne parle pas, quand je parle de l'intervention russe, c'est pas pour demander au Dachaksun de commettre l'attentat contre le sultan Hamid. C'est une décision, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, que c'est une décision de la FRA. Oui. Mais par contre, la manipulation de la bombe, la poudre, est-ce que c'était pour faire échouer ce projet? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, tout simplement. C'est que l'attentat a eu lieu quand même en juillet. Mais Christapol meurt en mois de mars, pendant les essais sur le mont Vidoche, au-dessus de Sofia. Il meurt. Et il est remplacé. Alors, la mort de Christapol, j'en parle, bien entendu, il y a il y a une scène extraordinairement émouvante et poignante là-dessus. Mais il est remplacé, parce que c'est ça au parti d'Ashnak. Parce qu'il y a les responsables de la FRA à Constantinople, à Istanbul de l'époque, qui viennent à Sofia en disant que ils ont des doutes sur l'opération, ils sont contre Christapol, eux aussi, pour cet acte-là. Et on nous raconte que Christapol, pour montrer à Vrams-Chabou, qui venait d'Istanbul, que regarde, je vais l'essayer et ça va marcher, il raccourcit la mèche et c'est un accident qui se produit. Alors, on a parlé d'une altercation entre lui, Christapol, et puis Vrams-Chabou Kendirian, également d'autres, etc. Ça, c'est intéressant, mais en même temps, c'est peut-être créer une... C'est documenté, en tout cas. Oui, j'entends bien, mais après, beaucoup en ont parlé, d'ailleurs, de ça. D'ailleurs, je ne parle pas du procès qui a eu lieu après au sein du parti sur le groupe qui a raté l'attentat. On peut en dire deux mots, parce que c'est... Oui, mais je ne l'ai pas abordé je l'aborderai dans un autre bouquin, j'écrirai plus tard. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attentat a été mené à son terme. Il a raté pour des raisons qu'on lira, bien entendu. Mais l'altercation entre Vrams-Chabou Kendirian et Christapol n'était pas un désaccord profond. Hein. D'autant plus qu'on lui a dit à Christapol, Herukenatun. Il est resté 2 mètres derrière Vrams-Chabou, qui lance la première bombe, ça n'éclate pas. La deuxième bombe, il la lance, enfin, il n'a même pas le temps de la lancer, et Christapol reste derrière lui. Alors que tous les camarades disent, mais va plus loin. Il reste là. Donc, il voulait, d'une certaine façon, montrer qu'il était aussi dans le coup. Que son outil, parce que c'était en quelque sorte... C'était lui qui l'avait créé. Voilà, donc c'est ça. Et il en meurt. Et la mort de Christapol, moi, je l'ai vécu vraiment très très mal, parce que il meurt pas tout de suite. Il meurt un quart d'heure ou 20 minutes plus tard. Et je vais terminer là-dessus pour dire que
sur la mort de Christopol, il y a 3 poèmes extraordinaires. L'un, c'est Vodaranti, l'autre, c'est Siamanto, et le troisième, qui c'est Yeriche Charens. Le plus beau poème qu'on ait décrit sur la mort de Christopol, c'est Yeriche Charens en 1931, en plein régime soviétique stalinien, et qui le paiera de sa vie, puisqu'on le prendra pour un dachnak et pour un nationaliste bourgeois. Alors, l'opération, malgré tout, va se poursuivre, et l'attentat aura lieu en 1905, et avec la participation, donc Safo qui prend la tête de cette opération, et Roupina qui est dans la Calèche, pour commettre cet attentat, mais malheureusement ce jour-là, le sultan discute plus longtemps que d'habitude avec l'imam dans la mosquée. Et donc, comme c'est minuté, parce que ces fédaïs, enfin ces révolutionnaires, pendant plusieurs semaines, tous les vendredis, étaient là pour compter les secondes. Et tous les vendredis, c'était la même chose. Tout était minuté. Ce jour-là, je vous coupe. Et ce jour-là, ce qu'il ne fait jamais, il descend, il monte de la mosquée et il va vers le cheikh ou l'islam et il parle avec lui 1 minute 48 secondes. Entre-temps, la minuterie est partie. Ça éclate, ça tue 55 chevaux, des calèches, et pas mal de gens, mais le sultan est indemne. Et c'est toute la question. Alors, donc voilà. Il y a tellement de choses à lire et à dire sur Christopol. Il y aura un procès très important par la suite. Safo, il sera puni parce que il a échoué dans sa mission. En tout cas, il y aura 2 procès. Le procès des Turcs contre les conjurés, qu'on voit dans Geyser, d'ailleurs dans le numéro Geyser, puis le procès interne. Alors, il faut dire à la Krikorian qu'il y a un 2e volume qui accompagne ce fameux livre, donc Christopol Mikaelian et son temps, dans lequel vous avez, c'est une suite du premier livre sur les personnages. Alors, c'est ce qu'on appelle l'annexe de la biographie. Il y a 500 personnages pour lesquels j'ai fait une biographie avec des photos et qui interviennent dans le bouquin de la biographie de Christopol, indirectement ou directement. Jaurès, Quillard, Longuet, et c'est tous les Arméniens. Tous. Il y a une chronologie complète sur la vie de Christopol en particulier, même plus loin que ça. Il y a l'inventaire des organisations et de la presse arménienne de l'époque. Il y a un glossaire, c'est-à-dire tous les termes utilisés, et puis surtout il y a 12 pages bibliographiques, c'est-à-dire les fameuses 50 000 pages que j'ai lues pour faire ce livre. Merci à la Krikorian. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ce livre ? Or, dans toutes les librairies, bien entendu, de France et de Navarre, au cours des soirées qui sont organisées de dédicaces, j'en ai déjà fait 3 en l'espace depuis qu'il est sorti, il y a quelques jours, hein, oui. Auprès de la maison Édipol, bien entendu, dans les librairies normales, et puis dans les maisons de la culture aussi, arméniennes de France et de Navarre. Merci à la Krikorian. Je rappelle le nom des 2 volumes, donc Christopol Mikaelian et le sultan turc, le grand défi, et puis Christopol Mikaelian et son temps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.